Nous sommes ici à Tergnier, au sein d'un atelier du groupe VIP Group Méca. On va visiter 3 sites de ce grand groupe de la métallurgie et on va y voir tous les métiers de cette entreprise. Eh bien, on transforme les métaux, c'est-à-dire qu'on ne les fabrique pas. On achète des brutes, des plaques, des tubes, des choses comme ça. Et on va les transformer de différentes manières. On peut rouler, plier, souder les tôles. On peut usiner, c'est-à-dire découper des formes complexes dans ces pièces, les percer, les perforer, les préparer à être montés dans des machines que quelquefois on fait nous-mêmes ou que d'autres fois les clients font eux-mêmes. Le groupe au total, c'est 4 entreprises, 125 salariés. Chaque entreprise est spécialisée dans un métier. Et dans cet atelier-ci, ils sont un peu tous là parce qu'on a ici des moyens de levage importants. On a des ponts pour lever 40 tonnes. Donc tous les gros travaux se font ici, quels que soient les métiers. Donc la visite de cet atelier est intéressante pour ça, surtout aujourd'hui parce qu'ils sont quasiment tous là. Le métier du chef d'entreprise, c'est un animateur. C'est quelqu'un qui doit réunir des moyens humains et des moyens financiers, qui ne sont pas forcément les siens d'ailleurs. Les banquiers, je ne maîtrise pas les banquiers, comme tout le monde, je fais avec eux. Mais j'ai besoin d'eux, je ne peux pas fonctionner sans eux. J'ai aussi des actionnaires autour de moi. Eux, c'est des gens qui investissent leur argent. Il faut les convaincre d'investir, il faut les convaincre de le faire, leur expliquer pourquoi il faut le faire. Donc on réunit des moyens financiers, des moyens humains et des moyens matériels pour mettre en œuvre des compétences au service des clients. Ça veut dire qu'il faut trouver des clients. On a aussi besoin de fournisseurs parce que je ne fais pas tous les métiers dont j'ai besoin. Et il y a des métiers que d'autres font bien mieux que moi. Donc on va acheter. Et donc on est dans une relation complexe, mais intéressante, entre des gens, rien que des gens, qui sont des fournisseurs, des clients, des salariés. Il faut aimer les gens quand on est chef d'entreprise. C'est exactement ça. Je suis tourneur grosse pièce. Donc c'est-à-dire je fais que de la pièce en grosse taille de pièce quoi, en fait. On a un plan qui arrive, on a une pièce brute qui arrive donc qui est pleine et nous après avec les outils on vient tailler dans la masse pour faire les formes qu'il y a à faire sur le plan. Alors là c'est quoi comme pièce d'ailleurs? Ça c'est un galet pour cintreuse, donc il cintre des tubes par rapport à cette rainure là qu'on fait à l'intérieur de la pièce quoi, en fait. Le tourneur c'est la pièce qui tourne, le fraiseur c'est l'outil qui tourne. C'est moi qui prends les mesures, c'est moi qui fais les relevés de code, tout ça, c'est moi qui dessine le profil sur la machine. Et une fois tout ça fait, après on lance l'usinage et l'usinage sort comme ça. On a des pièces, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps de programmation, beaucoup de temps de tout ça. Et bon, après c'est du réglage, c'est réglage de cote, tolérance, tout ça respecté, et puis voilà. Il faut être surtout bon en trigonométrie, c'est surtout ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la trigonométrie? Alors c'est la fameuse formule SOHCAHTOA. Sinus, cosinus et tangente. Il faut être consciencieux dans son travail, organisé aussi, savoir comment prendre la pièce, par quelle étape commencer, quelle étape finir, tout ça. Et puis bon, après, ça coule de source. Hein. Je suis mécanicien automobile. Ah oui, donc vous n'étiez pas du tout dans la métallurgie? Pas du tout, rien à voir. Et puis bon, de fil en aiguille, je suis arrivé ici. Vous êtes toujours resté quand même sur les machines, sur les pièces? J'ai toujours aimé la mécanique, hein. Que ce soit la mécanique automobile, la mécanique industrielle, tout ça, j'ai toujours aimé ça. Donc, C'est le fait de sortir des pièces, qu'on vous ramène un brut, il y en a là-bas, basiques comme ça, qui sont des ronds. Et à la fin, on arrive à sortir des pièces comme je viens d'usiner là-bas en face, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. À laser, c'est plus travailler en frontal et fraiseur, c'est plus travailler à la verticale. Donc alors, c'est aussi une histoire de pièces qui tournent ou qui ne tournent pas, c'est bien ça? On a un plateau tournant exactement, oui. D'accord. De 2500 par 2 mètres, là, pour faire de la grosse pièce. C'est la fierté d'avoir fini la pièce, quoi. Puis de voir ce qu'on finit, en fait. Parce qu'à la base, ça arrive brut, mais bon, nous, le but, c'est de l'avoir fini, quoi. Vous voyez, on a une pièce comme ça, là on a dû faire un plan, relever des côtes et tout. Et maintenant, on va établir un prix par rapport à la matière, l'usinage qu'on va devoir faire, et puis retransmettre
le devis au client. En fait, finalement, vous êtes vous l'intermédiaire, si je comprends bien, entre le client qui a sa demande et puis l'atelier qui va réaliser ce que le client veut. Et vous êtes chargé finalement d'établir le devis, donc ce que ça va coûter et surtout ce que ça va prendre comme temps. C'est bien Voilà, ça. tout à fait. C'est établir la gamme d'usinage, le prix et le temps de fabrication avec les appro-matières et puis le temps de fabrication et à la livraison. Je suis rentré comme tourneur sur une petite machine traditionnelle. Ensuite, je suis passé fraiseur traditionnel. Ensuite, fraiseur numérique. Et maintenant, me voici arrivé, là, depuis quelques mois, à faire des devis. D'entreprises de l'industrie automobile, des sous-traitants, après, oui, principalement. Principalement automobile. Ouais. Après, Éolienne, on a vu tout à l'heure. voilà, oui, les grosses chaudronneries. En fait, fraiseur, c'est de l'usinage, on enlève de la matière. Hein, on peut appeler ça comme de la sculpture, sauf que c'est de l'acier. Donc là, actuellement, ce que je fais, c'est que je retire de la matière, je suis en train de faire des alaisages. Donc on retire de la matière d'une pièce qui sert à quoi? Alors là, c'est une pièce pour de l'outillage, pour fabriquer des jantes. Alors le client nous donne un plan, et donc on doit réaliser la pièce en fonction du plan. Avec les tolérances aussi, parce que bien sûr on a des cotes très précises, on fait de la mécanique de précision où on peut avoir des tolérances très serrées. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des instruments de mesure pour pouvoir contrôler tout ça. Donc on procède avec des machines à commande numérique, justement où il y a de la programmation. Donc on dessine nos pièces souvent en FAO et après on balance sur nos machines à commande numérique. Alors là, ça veut dire que programmation FAO, ça veut dire que là vous dessinez vraiment les pièces. Là, c'est Voilà. plus le même. Quand le client n'a pas le volume, on va dire le fichier, on redessine la pièce pour avoir le volume. Donc et à partir de là, on fait nos fabrications. Une fois qu'on a la géométrie de la pièce, on balance notre fabrication et on lance sur nos machines. Alors là, on est dans une société où on fait de la petite série, de la pièce unitaire très spécifique et complexe. Donc c'est-à-dire qu'on est à la fois opérateur, régleur et programmeur sur nos machines-outils. On n'est pas spécialement opérateur à mettre une pièce et à contrôler notre pièce et on ne fait pas des séries de grandes quantités. Donc nous, on a la chance de pouvoir justement partir sur un produit brut et de le finir, de partir jusqu'à la fin, de le contrôler et de la fabriquer, quoi. Alors moi j'ai fait un BEP productique mécanique à Jean Massé, à Chauny, et après je suis parti sur un bac pro, toujours en productique mécanique, et puis j'ai trouvé du travail assez rapidement et depuis ce jour je suis toujours en activité. On suit la production à partir du moment où les pièces brutes arrivent jusqu'à l'usinage et la livraison. On contrôle tous les usinages. On a 3 usinages, l'alésage, le profil et la face. Et on a pour ça une table de contrôle qui nous permet de vérifier à chaque instant si la pièce est bonne ou pas. J'ai passé un CAP de mécanicien d'entretien. Parallèlement à ça, après j'ai fait un BEP mécanicien monteur, un CAP de mécanicien aussi monteur. Et après un bac pro sur justement numérique. Et du montage, du fraisage traditionnel, du fraisage numérique. J'ai fait aussi du débit. Et là maintenant l'îlot. Parallèlement à l'îlot, il y a toujours le fraisage. Vous avez vu évoluer votre métier, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, au sein de l'entreprise, oui, on peut évoluer. On amène sur le convoyeur les palettes pièces brutes. Les palettes avancent tout seuls, on les enregistre au niveau du pupitre. Comme ça, le robot sait exactement la quantité qu'il a sur sa palette, le nombre de lits. Il vient chercher la pièce brute, il l'emmène sur la table de retournement. De là, la pièce est retournée et indexée pour pouvoir permettre l'usinage dans le mandrin du tour. Quand la pièce est usinée, le robot va la récupérer et l'emmène sur la table de contrôle. De là, elle est contrôlée, les 3 usinages sont contrôlés. Si la pièce est bonne, elle repart sur la palette d'empile, on va dire. Et si la pièce n'est pas bonne, elle part sur la palette de rebut.
Nous, on compte par palette par jour. On fait 4 palettes par jour. Oui, c'est quand même. Tout tourne, on va jusqu'à 1000-1200 pièces jour. Par rapport à un cahier des charges client, donc on répond à son besoin. Donc, on fait la conception. Une fois que la conception est terminée, on fait valider par le client. Une fois qu'il y a validation, on fait tous les plans de détail pour pouvoir lancer ensuite en fabrication et puis passer nos commandes d'approvisionnement de pièces du commerce. Bien sûr. Tout ce qui est pièces du commerce, sous-traitance aussi, s'il y a de la sous-traitance en prestations électriques, pneumatiques. C'est un petit assemblage complet là, qu'on vient de terminer pour un client. C'est une presse d'assemblage de roulement et de joints sur un arbre de transmission de tracteur. C'est le moyeu d'une boîte de vitesse, une partie d'une boîte de vitesse de tracteur, et donc ça c'est le produit fini après assemblage. Donc on voit l'arbre, on voit des roulements, il y a des joints. Et toute cette partie-là a été assemblée à l'aide d'une presse pneumatique 3 tonnes. Voilà. Et la difficulté, là, c'était de faire l'assemblage de plusieurs composants en une seule action. Tous chefs de projet, dessinateurs. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire du projet, du détail, du suivi de commandes, suivi d'achat, en relation avec le client. Et voilà, jusque l'installation sur site avec la réception finale avec le client sur le chantier. En école d'ingénieur à l'IT2I de Beauvais, je suis en automatisme et robotique. Donc c'est tout ce qui touche la programmation industrielle. On va être sur 2 métiers qui vont être en lien très étroit, puisqu'on va travailler généralement avec un automaticien et un roboticien sur une ligne de production par exemple. On va être les dernières personnes à être sur site pour le positionnement de la machine. On va être les dernières personnes à vérifier que tout fonctionne correctement et que les attentes du client correspondent à ce qu'on a fait. On est dans le vif du sujet, et par rapport à l'entreprise où on est en apprentissage, on peut avoir plus ou moins d'autonomie, et ça nous permet en fait de mieux apprendre le métier qu'on fera plus tard, et puis on acquiert beaucoup plus facilement nos connaissances que ceux qui sont en école en continu. Au début, en fait, c'était vraiment le côté pratique. Donc au début, j'avais commencé par un DUT, sauf qu'il n'y avait pas assez de pratique pour moi. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti dans l'apprentissage pour être sûr d'avoir de la pratique et puis acquérir les connaissances le plus vite possible. Alors, dans l'industrie, les femmes, traditionnellement, aiment les fonctions support. Parce qu'en fait, le métier de l'industrie les intéresse, mais longtemps, elles ont considéré que ce n'était pas un métier pour elles. Donc on a, jusque dans les années 90, on n'avait jamais de candidate. Et ça commence tout doucement. Ça se féminise, du coup. Voilà, mais très lentement. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que c'est des métiers très physiques dans lesquels les gens imaginent que les femmes ne pourront pas. Et en fait, c'est pas vrai, parce qu'elles manipulent des outillages électroniques, des outillages mécaniques. Alors pour être tout à fait honnête, parce qu'il faut être honnête avec les gens et leur dire la vérité, dans les années 60-70, on a effectivement vu se développer les techniques robotiques à cause des relations sociales très dures qu'il y avait à l'époque et où effectivement les robots ont remplacé des hommes à beaucoup d'endroits. Alors aujourd'hui, il y a encore des industries qui ont ce travail à faire, d'autres qui l'ont déjà fait, mais il se passe autre chose aujourd'hui, c'est que des nouvelles générations de robots arrivent, on appelle ça les robots collaboratifs, que progressivement on va autoriser ces robots à travailler au contact des êtres humains, parce qu'aujourd'hui c'est interdit. La proximité homme-robot est interdite. Robots qui ne remplacent pas les hommes, qui adoucissent leur travail et qui
aménagent les postes de travail pour les rendre beaucoup plus confortables et beaucoup plus faciles. Parce que dans la tâche des hommes, il y a des choses qu'on ne sait pas remplacer, et celles-là, ils les garderont toujours. Et il y a des choses sans aucun intérêt. Par exemple, quand vous devez lever une pièce de 4,5 kg pour en faire un contrôle visuel. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas faire des caméras qui font le contrôle visuel, donc il faut l'œil humain. Soulever la pièce de 4 kg, ça présente aucun intérêt. Donc le robot collaboratif, c'est un robot qui vous l'amène sous les yeux. Non, il n'y a pas d'études pour devenir chef d'entreprise, ou en tout cas pour devenir patron d'une TPE ou d'une PME, il n'y a pas d'études. C'est là toute la difficulté. En fait, le chef d'entreprise, il se fait sur le terrain. Il a un métier, il a un savoir-faire. Ça peut être un boucher, ça peut être un charcutier, ça peut être, que sais-je, un maçon. Et pour créer son entreprise, en fait, il va utiliser son savoir-faire. Il va falloir qu'il apprenne tout ce qu'il y a autour. Donc comment gérer du personnel, comment gérer une comptabilité, comment parler à un banquier, comment respecter l'ensemble des exigences, parce que la sécurité du travail, ça ne s'improvise pas. Donc tout ça, ça s'apprend, mais sur le tas, comme on dit. On est fait pour ça, et surtout, il faut être bien entouré. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Avoir un réseau autour de soi avec des gens qui vont pouvoir vous conseiller et vous éviter de faire la maladresse qui va vous empêcher de fonctionner. C'est surtout ça, il faut bien être entouré.